Eh bien, nous voici au sommet du théâtre de l'Archipel de Perpignan, scène nationale, et c'est en compagnie de sa directrice que je suis pour cette première rencontre inédite. Au lever du soleil, il est tôt le matin, nous venons d'assister à un superbe concert de Noémie Boutin au lever du soleil et c'est avec Jackie Sujus-Collet. Bonjour Jackie. Bonjour, merci pour cet accueil, merci pour cette interview matinale. Vous êtes la directrice de cette magnifique scène nationale, le Théâtre de l'Archipel, que j'ai pu visiter hier et qui résonne vraiment les vibrations de l'art pluridisciplinaire. C'est une maison que vous connaissez bien, je crois. Vous y êtes là depuis plusieurs années, vous pouvez nous raconter un peu? Moi j'étais directrice adjointe à l'Archipel, on a ouvert en 2011 et puis depuis juillet 23 j'ai été nommée directrice de cette scène nationale et effectivement ce que vous dites est très très juste, c'est un bâtiment qui résonne, qui met vraiment en vibration toutes les disciplines artistiques. On a une chance folle parce qu'on a un équipement magnifique, techniquement c'est irréprochable, il y a des conditions de travail pour les artistes qui sont vraiment exceptionnelles et des conditions d'accueil pour le public également. Donc c'est Jean Nouvel qui a fait ce magnifique théâtre, on sent tout de suite le geste architectural, la pensée qu'il y a eu derrière. Jean Nouvel disait « je suis l'architecte de l'architecture située » et effectivement, je pense quand on pénètre dans ce lieu, il se passe quelque chose immédiatement par les espaces qu'il a définis. Il se passe vraiment quelque chose. En fait, on a l'impression d'arriver dans un nouveau monde, étant donné déjà l'architecture un petit peu particulière de cette espèce de soucoupe volante, oui, avec cette verrière. Cette verrière, elle est importante parce qu'elle est l'ouverture sur la ville. Donc une proposition aussi pour le public, de dire mais venez, ce lieu est pour vous, ce lieu est à vous, on est un service public avant tout. Donc voilà, tout ça a été plutôt très bien réfléchi. Et réfléchi. Oui. Alors je suis ici dans le cadre du festival Aujourd'hui Musique, c'est un festival de musique contemporaine, c'est cela, de création? Qui a évolué, hein. C'est un festival qui a 32 ans d'existence, qui est né dans les années 95 au Conservatoire de région de Perpignan, sous l'impulsion de son directeur qui était également chef d'orchestre et compositeur. Et puis, heureusement d'ailleurs, hein, c'est un festival qui est à l'écoute de son temps, à l'écoute des flux créateurs, puisqu'on est dans la création contemporaine d'aujourd'hui. Et au fil des ans, c'est un festival qui a évolué. Et d'ailleurs, on a trouvé un sous-titre qui est création sonore et visuelle. Parce que quand même, depuis quelques années, les compositeurs ont eu le souci de rendre visible leurs pièces, leurs créations. Ça donne une musique aventureuse. Donc vraiment, à Aujourd'hui Musique, on célèbre ces espaces sonores. Et c'est une musique qui va à la rencontre des autres disciplines artistiques. Et donc on est un endroit de croisement. Moi je pense souvent que c'est aux endroits de croisement qu'il y a les plus belles énergies, les plus belles inventivités. Et donc c'est une musique qui croise, on est à la charnière entre musique savante, qui est un mot qui peut faire peur, mais j'ai pas trouvé autre chose, musique savante et musiques actuelles, avec des œuvres magnifiées par l'art visuel, le numérique, mais nourries aussi par la danse, par le théâtre, donc on est sur des objets de théâtre musicaux par exemple. Après c'est très difficile à définir, on est aussi sur des objets totalement hybrides. Les spectacles qu'on a vécus ces derniers temps où se mêle la création vidéo, un chanteur lyrique, de la musique électro, un performeur qui dessine en direct, les univers comme ça qui englobent le public. Donc ce sont toujours des objets difficiles à définir. Et moi, ce que je dis au public, et avec un peu de fierté, je force de constater, vous l'avez vécu ces jours-ci, que le public est au rendez-vous. Ah oui, il est au rendez-vous parce qu'il vient même à 7h15 écouter un concert et après va travailler. Donc c'est incroyable. C'est ça. Quand même, il y en a certaines qui se lèvent à 6h du matin, hein. Les équipes aussi d'ailleurs. Et nous aussi. Et vous aussi. Moi je me dis, c'est le public, d'abord il faut les considérer, toujours
n'est pas des sachants, on est des gens qui aiment transmettre et partager. Ça, c'est important de se le dire et de se le redire. Et je me dis, au fil de ces années, même le mot former ne me va pas, mais j'ai pas trouvé autre chose. On a formé, entre guillemets, un public à être curieux. D'abord à nous faire confiance et à être curieux. Donc ils viennent à toutes ces propositions qui sont des propositions quand même assez décalées. Moi j'essaye, alors bien sûr il y a le spectacle en configuration, j'ai envie de dire classique, c'est-à-dire ce que nous on dit dans nos métiers frontal, rapport public-scène. Le public s'assoit et reçoit un objet. Mais il y a aussi, c'est ça j'y tiens énormément, beaucoup de propositions décalées donc dans des espaces non conventionnels. Et pourquoi? Pour que les gens perdent leur repère, en fait, soient complètement troublés par l'espace que l'on propose. Et je pense que quand on perd ses repères, on est davantage en capacité de recevoir. Bien sûr. Hein, on est un peu comme ça aux aguets, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas dans un espace que je reconnais. Le rendez-vous hier entre propositions littéraires et propositions musicales, hein, cette rencontre qui est un work in progress, hein, deux artistes qui ne se connaissent pas se rencontrent. Et qu'est-ce que ça fait? Oui. Qu'est-ce qu'on crée ensemble? Ben, ce rendez-vous qui était pour une jauge restreinte, hein, pour être au plus près du geste créatif, on l'a fait sur le plateau de la grande scène, sur le plateau donc, du Grenat. C'est un endroit où le public ne va jamais. Le plateau, c'est réservé aux artistes. Là déjà, le chemin pour arriver à ce plateau, il y a rentrer par les coulisses. Par les coulisses, exactement. Comme les artistes. Oui. Déjà, ça crée quelque chose. On est une déjà intimité dans aussi. Oui. Et après se déroule la proposition artistique. Et voilà, donc on a une série de propositions comme ça. Alors moi, je m'en réfère en toute modestie à Jean Vilar. Il y a toujours l'exigence artistique, toujours. Mais là, on a un projet qui circule sur le territoire en ruralité, avec une magnifique pianiste, compositrice. Insolite, ce projet. Il faut venir à Perpignan pour voir ça. C'est complet. Alors, là aussi, hein, on est en une jauge réduite, puisque Gwen Rouget nous propose un concert de 20 minutes dans une bétaillère. Et c'est un concert pour un unique spectateur. Incroyable. Et alors, on ne va pas tout dévoiler, mais ce qu'il se passe dans cet espace clos, ça veut dire que le public doit être participatif, impliqué. Et si le public, la personne qui a pénétré dans la bétaillère n'est pas impliquée, le concert ne peut pas avoir lieu. Et moi, je me dis, parce que oui, je réfléchis à toutes les démarches que je mets en place, surtout que ça ait du sens. Moi, je me dis, c'est travailler un rapport, je veux dire, horizontal, c'est-à-dire la rencontre entre les artistes et le public. Elle se fait sans barrière, sans code. On est juste là, c'est déjà un mot pas assez puissant, on est là pour vivre une émotion partagée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut parler de vivre ensemble. On en parle depuis des années. Oui, on en a besoin de ça, du vivre ensemble. On en a terriblement besoin. Aujourd'hui, c'est essentiel. Hyper palpable. On est dans un monde qui est très dur. On le sait, hein, cette crise financière, écologique, sociale. Alors, comment vous résistez, vous, en tant que scène nationale et en tant que directrice depuis l'année dernière? On se bat tous les jours. J'ai la chance à l'archipel d'avoir une équipe hyper impliquée, formidable, qui a une grande conscience que notre métier, évidemment, le chemin que l'on doit faire, c'est arriver au moment du spectacle et que tout se passe merveilleusement bien pour les artistes comme pour le public. Et là, il y a un chemin à faire. Donc c'est évidemment beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais quand l'instant magique se produit, il se trouve qu'il se produit souvent, mais on oublie toutes les contraintes, on oublie toutes les difficultés et on se dit, je sais pourquoi je fais ce métier, je vis. Vous êtes content de vous lever à 6h du matin en fait, c'est ça? C'est un moteur, oui. Mais j'en parle avec les équipes, hein. On vit ici évidemment, hein, puisque les spectacles c'est souvent le soir, le week-end, y compris en semaine quand même. Mais oui, on est complètement investi et motivé, on est sûr. On a une mission à notre niveau, on ne va pas résoudre toutes les problématiques de ce monde, mais nous,
on a un endroit, c'est notre politique culturelle. Ben, on l'a construit en l'inscrivant dans ce monde, en ayant cette réflexion sur toutes ces difficultés, et on essaie d'amener de la gaieté, de la réflexion, de la joie, de l'émotion. Donc on est dans cette dynamique-là. Moi je dis souvent, les espaces culturels, ce sont des concentrés d'humanité. Et ça, il faut en avoir éminemment conscience. Jean Vilar, quand même, c'est le premier, quand il a créé le Festival d'Avignon, je crois que c'était en 1947, c'était l'après-guerre. C'est le premier qui a frété des bus pour aller chercher les ouvriers pour qu'ils assistent au spectacle. C'est le premier qui a créé ces cérémonies, c'est-à-dire accueillir les gens en musique, avoir des temps de convivialité, partager un apéro, boire des coups, échanger, désacraliser tout ça. Et voilà, nous on continue ce chemin-là. Peut-être que c'est un chemin qu'on a perdu il y a quelques années avec quelque chose que moi j'appelais, je fais attention à mes mots parce que je veux absolument blesser personne, mais à un moment on s'est aussi positionné comme des grands sachants de la culture en disant aux gens, écoutez, on va vous proposer des choses formidables, venez nous voir, c'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est se rencontrer. C'est primordial. Bien sûr. Et quand on a un service public de la culture, on doit parler à tout le monde. On vit d'argent public quand même. On a bien sûr des recettes propres, mais quand vous voyez, qui êtes ici depuis quelques jours, quand vous voyez ce lieu, bien évidemment, un théâtre en ordre de marche, ça a un coût. Donc on a des subventions et il faut être immensément respectueux par rapport à ça. Vous avez 2 salles dans ce théâtre? On a 2 salles. On a la grande salle qui est le Grenat qui fait 1100 places. On a une salle qui est une black box où on peut faire l'espace scénique où l'on veut, qui est le carré. Et après, nous, on envahit tous les espaces. Ben oui. Voilà. Là, on est au 7e étage. On est quand même à 29 mètres de hauteur. On est au-dessus de la cage de scène. D'accord. Avec cette vue à 360 degrés qui est juste magique. Ouais. Sur le vieux Perpignan, sur le quartier ancien, le palais des Les Pyrénées, le Canigou. Notre montagne emblématique quand même, le Canigou, vue directe. Et là, c'est un espace particulier. Au départ, quand le lieu a été construit, ça devait être un restaurant. Et puis ça n'a pas été possible techniquement, donc nous on a récupéré cet espace et on l'utilise. On utilise les coursives du Grenat, de la grande salle, qui sont des très grandes coursives. On fait résonner tous les espaces en fait. On les met en vibration et on fait résonner tous les espaces. Ouais, c'est vraiment un théâtre de spectacle vivant, un théâtre de lieu vivant. Tout à l'heure, après le concert, je discutais avec une personne qui vient là depuis peut-être le début de la création du théâtre et notamment du festival. Aujourd'hui Musique, elle me disait mais chaque année c'est de mieux en mieux. Donc, qu'est-ce que déjà ça vous évoque en tant que directrice et qu'est-ce que ça vous impulse justement pour les programmations à venir par rapport à ce que vous avez vécu avant et ce que vous vivez maintenant? Beaucoup de pression. En fait, j'ai envie de dire, on a grandi ensemble avec certains publics. On a du nouveau public qui arrive. On fait venir du nouveau public par ce qui est programmé sur scène en fait. Quand je fais de la danse hip-hop, je m'adresse à un public plus jeune qui s'approche de nous et qui découvre tout ce que l'on fait. Mais globalement, aujourd'hui Musique, il y a une longue histoire. Je me dis, on a grandi ensemble avec le public. Et les propositions nous ont construit en fait, puisqu'on a partagé ces temps-là. Et donc on a un public qui devient de plus en plus exigeant, qui a un regard de plus en plus précis sur ce qui se passe sur les différents... Connaisseurs aussi. Connaisseurs, du coup. Et donc oui, ça met une pression quand même de se dire, faut pas que je me loupe, surtout, faut pas que je les déçoive, il faut que je trouve et que j'imagine à chaque fois des pépites en fait, des endroits qui vont marquer, qui vont embarquer, qui vont séduire. Donc oui, c'est une certaine pression. Oui. C'est une pression qui pêche. Oui, moteur. C'est pas une pression qui handicape, qui fige. C'est un moteur, oui, bien sûr.
Et donc cette saison culturelle là, du théâtre de l'archipel, c'est une saison pluridisciplinaire d'après ce que j'ai pu voir. Il y a bien sûr des têtes d'affiche qui viennent, comme dans tous les théâtres, dans cette belle région de Perpignan, mais aussi des créations, des jeunes talents. Voilà, quelle est la part en fait entre les diverses disciplines? Alors nous, effectivement, on a ce label Scène nationale. C'est un label qui est donné par le ministère de la Culture, avec un cahier des charges. Donc nous, une de nos missions principales, au-delà de la programmation régulière, etc., c'est de nourrir cette programmation par des créations. Donc qui dit création, dit des spectacles qu'on n'a pas vus en amont. C'est donc une confiance que l'on a envers les artistes, qui nous parlent de leurs projets. Et là, on se dit, on y va, on te suit, on y va. Notre métier, c'est aussi d'aider les artistes et les compagnies émergentes à leur donner des moyens pour travailler. Donc on a un espace de résidence ici où on les héberge pendant plusieurs semaines et ils fabriquent en fait, ils réfléchissent, des temps de laboratoire. Donc nous, on les accompagne, les artistes. Et dans la programmation, on trouve un équilibre entre les créations, les projets plutôt totalement nouveaux qui sont encore fragiles et des projets plus ancrés. Quand on fait Prêche Locage, magnifique chorégraphe, carrière internationale. Mais c'est notre métier aussi. Les œuvres, on les crée en France avec de l'argent public et c'est nécessaire qu'elles vivent. Donc là, on est dans la création et puis on est aussi dans la diffusion. Faire en sorte que ces spectacles aient une durée de vie et qui du coup rencontrent davantage de public. Donc c'est un équilibre entre cirque, danse, musique, théâtre, marionnettes. Alors j'ai vu que vous étiez en partenariat avec le Périscope à Nîmes, de là d'où je viens d'ailleurs. Oui. Un lieu incroyable à Nîmes. Alors les marionnettes, c'est vraiment pour tout le monde, c'est pas que pour les enfants finalement. C'est pour là aussi, c'est des chemins que l'on fait parce que souvent le public, quand on inscrit marionnette sur un spectacle, spontanément le public se dit spectacle jeune public. C'est pour les enfants. Mais non. Aujourd'hui, heureusement, l'art évolue énormément. Et la marionnette, je veux dire, ça porte une telle dramaturgie qui est en décalé, puisqu'on déplace le propos sur un objet qui est logiquement c'est très fort. Mort. Mais là, il prend vie et il raconte. Et effectivement, il y a un lieu qui est labellisé Marionnette à Nîmes, qui est dirigé par mon ami Maud Pasquale, qui fait un super travail. Et le Périscope. Donc oui, on est en travail avec le Périscope. Moi, en partenariat, je fais beaucoup d'échanges avec les collègues, les structures culturelles. Moi, je veux que ce lieu soit un lieu ressource. On a la chance d'avoir cet équipement dont on parlait tout à l'heure, d'avoir encore des budgets pour travailler correctement. Et on est un gros bateau. Donc, moi, je veux que ce lieu soit un lieu de vie. Donc, les gens le fréquentent, même en dehors des spectacles, pour discuter, pour avoir des débats, pour réfléchir ensemble. Et un lieu ressource. Donc, quand on peut travailler, par exemple, je travaille avec un théâtre de quartier ici, qui est encore une femme qui le dirige, ça aussi les choses bougent, qui s'appelle Mariana Lézin, c'est le théâtre au croisement et c'est un théâtre de quartier. Ben, on travaille totalement ensemble pour faire circuler les publics, donc on coprogramme les objets, et en particulier marionnettiques, et ça se passe dans son lieu, puis ici on fait les ateliers et vice-versa. Et comme ça, de toute façon, à plusieurs, on est toujours plus fort. On parle davantage à davantage de monde. Donc c'est tellement important de collaborer. Puis moi je pense que quand on dirige un lieu pareil, je suis passionnée par ce que je fais, mais je ne sais pas tout. Donc c'est très important d'échanger, de se dire, et puis on ne peut pas aller voir tous les spectacles, il y en a énormément, de se dire... de faire confiance aussi à ses partenaires. Mariana, elle va avoir des spectacles, on se parle, on débriefe, voilà, et on coprogramme ensemble. Voilà, moi j'estime que rien ne nous appartient ici, c'est l'essence du service public. Alors vous êtes capitaine effectivement de ce gros bateau dans un grand département, l'Occitanie. Comment vous faites grande région, pardon, excusez-moi. Dans cette grande région, l'Occitanie.
13 départements, effectivement. Comment vous faites rayonner, naviguer ce bateau justement à travers les actions que vous menez au sein de cette région? Alors moi j'ai mis en place, depuis que j'ai pris la direction, ce que j'ai appelé l'archipel nomade. Donc il y a plusieurs niveaux plusieurs manières de fonctionner. En tout cas, pendant longtemps, dans mon métier, on a dit au public, écoutez, ce que l'on programme est génial, venez nous voir. Je pense qu'à un moment, on a eu un petit loupé. Et là, avec l'archipel nomade, en fait, on se déplace. Là, on a un projet, le fameux projet de la Bétaillère, qui tourne en milieu rural, donc assez loin dans la montagne. On s'est installé à Prats de Moyo, qui est un super petit village dans la montagne. Et moi, mon idée, c'était de me dire, eh bien, on va aller où les gens vivent, où les gens circulent, et s'installer sur des places de village, sur des marchés, et au sein des lycées, au sein des collèges, dans les cours de récré. Et donc, aller vers les gens. Donc, on a inversé un peu le chemin, donc on est totalement dans cette dynamique. Et ensuite, je travaille beaucoup en réseau avec mes collègues sur toute l'Occitanie. Effectivement, je ne peux pas aller voir les spectacles au fin fond du Lot, au fin fond de la Lozère, mais on se parle beaucoup, on échange beaucoup. Ce que l'on a gardé, on va dire, de positif, et on n'a pas gardé beaucoup de choses, heureusement, de la période des Covid, c'est le travail en visio. D'accord. On a une responsabilité écologique, ça nous évite les déplacements. Bien sûr. Et donc, on fait beaucoup de réunions entre professionnels, programmateurs, etc., où on échange. Et on partage aussi les projets. Quand moi je dis ce spectacle, vraiment, il est incontournable, etc., les collègues regardent. Et puis, il y a une programmation qui se suit du coup. Il y a une programmation qui peut circuler. C'est au bénéfice, évidemment, des artistes et des productions. Bien sûr. Donc voilà, on est sur à la fois du territoire, donc là, département des Pyrénées-Orientales, en priorité, et un peu la métropole, en faisant circuler les spectacles, et puis ce travail de réseau avec les collègues qui nous permet d'avoir une vision et sur ce qui se passe au niveau artistique dans cette immense région, et tout ce que l'on peut échanger en fait. Comment avez-vous vécu, ou comment avez-vous observé plutôt la fidélité du public à travers par exemple les abonnements que vous avez, qui a évolué certainement depuis l'année dernière, ou 2 ans, 3 ans? Comment vous avez pu observer ça? Nous, on n'a pas encore, on réfléchit, on n'a pas encore d'explication sur ce que l'on vit. Nous, on a ouvert la saison, cette saison actuelle, on l'a mise en vente en juin, les abonnements, etc. Ça fait plus d'1 mois, il y a 80 propositions sur ce site-là, et il y a 50 spectacles qui sont complets. D'accord. Même nous, on n'arrive pas à trouver d'explication. Alors je pense quand même que c'est cette manière de fonctionner, on parle beaucoup des droits culturels, pour moi ça veut dire l'altérité en fait, cette manière de fonctionner, d'aller parler aux gens. Moi j'ai fait beaucoup de réunions là où on voulait m'accueillir, les viticulteurs, un groupe d'institutrices, un groupe de médecins, raconter qui nous sommes, créer cette relation et quelque part travailler sur ce que j'appelle ici, on en parle beaucoup avec les équipes, le capital sympathie, dire qui nous sommes en fait. Il y a eu ça, il y a eu certainement la réorientation de la programmation avec ma sensibilité depuis que j'ai pris la direction de cette maison. En tout cas, ce qu'on peut conclure, c'est que les gens ont un grand appétit de culture. Ce qui fait qu'on a des salles pleines, on a des listes d'attente. Ça ne nous était pas arrivé depuis que ce lieu existe, mais depuis 2 ans. Oui, quand on fait des listes d'attente, on est super fiers en fait, les équipes aussi. Et on essaye de ranger tout le monde, mais on ne peut pas pousser les murs. Mais oui, les spectacles sont plutôt complets, et pas que sur des valeurs sûres. Donc ça redit la curiosité des gens. Vous avez vu aujourd'hui, donc la démarche, il faut se lever tôt. On est en petite jauge, mais quand même, c'était complet. La clôture du festival, c'est dimanche, avec une proposition danse et musique. C'est dans la grande salle à 1100 places. C'est complet. D'accord. Là, il nous faudra un peu de recul pour analyser. Moi, je veux faire une étude des publics pour analyser et trouver des réponses plus sourcées, en fait. Mais là, j'en ai pas. En tout cas, ce qu'on constate,
je me dis on est sur le bon chemin. Les gens sont là et en nombre. Et alors, c'est quoi votre sensibilité? Vous parlez de sensibilité, donc c'est quoi qui vous attire dans une programmation pour programmer tel ou tel spectacle? Moi, souvent, hein, quand il y a eu 3 directeurs, je suis la 3e directrice, il y a eu 2 directeurs avant moi. On prend une maison pareille avec ce que l'on est, ce qui nous a constitués, et dans notre vie personnelle, et dans notre chemin professionnel. Évidemment, oui. Et moi, comme j'ai un très très grand souci, ce que je disais tout à l'heure, des publics, du respect de l'argent public, je pense que ma sensibilité, c'est, j'ai envie de dire, une certaine modestie dans mon rapport à l'autre. Je refuse de m'affirmer comme une grande sachante, avec cette histoire de relation un peu descendante. Je crois que c'est ce que j'ai amené ici, et c'est ce que je n'ai cessé de répéter aux équipes quand j'ai posé mon projet, c'est travailler sur la bienveillance, mais réellement, pas que pour les mots qui font joli, hein. Travailler sur l'hospitalité, et ça donne la couleur de tout le reste, y compris dans la programmation. Quand on fait un spectacle comme la proposition avant le festival de Julie Berès, qui est une magnifique metteuse en scène, et qui a fait un spectacle qui s'appelait La Tendresse, et qui raconte avec 8 jeunes hommes au plateau quel est leur rapport à l'amour, et quel est leur rapport à l'injonction quand on est un homme d'être viril, fort. Bon, on est sorti du spectacle, tout le monde pleurait. C'est bien que ça impacte quelque part. C'est choisir des spectacles qui permettent aussi de s'identifier à quelque chose, que le public puisse s'identifier aussi. Oui. Donc, dans les équilibres dont on parlait tout à l'heure, évidemment, il y a Shakespeare avec le songe de l'année d'été. C'est classique. Il y a La Tempête. On est sur un texte classique, mais qui, par la mise en scène, puisque les artistes, c'est des gens qui ont un regard très précis sur le monde d'aujourd'hui, même si la mise en scène est beaucoup plus moderne, j'ai envie de dire. Après, il me semblait important, et il me semblait que c'est ce qui manquait dans l'histoire de l'archipel, de parler aussi du monde dans lequel on vit, de mettre des propos d'actualité, sans jamais être des magots ou donneurs de leçons, mais mettre des propos d'actualité. Les gens ont envie aussi qu'on leur parle de ce qu'ils vivent. Et c'est magnifié par l'art, en fait. Donc quand je parle de la tendresse, oui, c'est quoi aujourd'hui être un homme avec tout ce qui se passe, avec le mouvement MeToo? Ça bouscule quand même. Donc comment on le raconte au plateau? Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Et quand je parle du hip-hop, bien sûr que nos scènes nationales, on programme aussi de la danse, mais le hip-hop est resté longtemps des danses de la marge. Et il y a un niveau de danse, ces artistes-là écrivent une nouvelle dramaturgie chorégraphique. Pourquoi on n'a pas ouvert le plateau plus tôt à ces personnes-là, qui n'ont certainement pas fait tous le conservatoire de danse de Paris ou les grandes écoles, qui ont appris cette danse qui vient d'ailleurs des États-Unis et de la rue. Le hip-hop, ça couvre plusieurs styles de danse. Le walking, c'est plusieurs esthétiques dansées. Il s'est exprimé dans des lieux underground pendant longtemps. Mais aujourd'hui, ils sont sur les scènes nationales. Et quand on fait ce genre de proposition, bien évidemment que le public, qu'aller les voir dans les endroits désaffectés ou des endroits non normés, du coup ils viennent à l'archipel. Et c'est toute cette circulation. Moi, je travaille vraiment à ça. Et ça fonctionne. Alors directrice, directrice avec une sensibilité, mais il ne faut pas avoir certainement que de la sensibilité pour être directrice, il faut avoir les épaules solides. Vous faites comment? On se découvre ses propres limites en fait. Moi je dis j'avance en fait, j'avance la tête haute, avec mes convictions, avec mes envies. Et puis voilà, on est 46, donc c'est une équipe qui commence à être importante, toute mesure gardée. Donc c'est aussi, moi je me suis formée il y a 2 ans, j'aime pas trop ce mot, mais on n'a pas encore tout autre chose, en management. D'accord. Et puis après, on parle de politique culturelle. Dans le mot politique culturelle, il y a le mot politique. Et on dépend des tutelles. Donc il y a aussi des conseils d'administration. Des comptes à rendre.
il faut aussi pouvoir voilà, être solide, c'est quoi la gestion d'un établissement de cette envergure. Donc avoir une vision budgétaire, financière, management, stratégie. On fait beaucoup de stratégie. Et puis voilà, on est comme tout le monde, au jour d'aujourd'hui plus que jamais, on cherche des financements, donc on monte des dossiers, il faut trouver les argumentaires, il faut savoir écrire, on a multiples casquettes. En fait, on est chef d'entreprise, hein. Ça c'est évident. Donc c'est beaucoup de casquettes, mais je ne suis pas seule, heureusement. Merci beaucoup Jackie pour cette belle rencontre. Merci pour l'accueil.